5 histoires audio à écouter pour améliorer votre français. La mémoire de Babel. Histoire audio. Il y avait une fois, dans une cité mystérieuse perchée au sommet des nuages, un lieu appelé Babel. Cette cité ancienne, érigée avec une grandeur indescriptible, était réputée pour sa richesse et son histoire. Cependant, elle cachait également un secret fascinant qui remontait à des éons passés. Babel était bien plus qu'une simple métropole. Elle était le gardien d'un trésor inestimable, la mémoire éternelle. Au cœur de la cité, s'élevait une tour titanesque, une merveille architecturale qui semblait toucher les cieux. À l'intérieur de cette tour, des archivistes dévoués s'affairaient à prendre soin des innombrables rouleaux, qui renfermaient les souvenirs de chaque être vivant qui, avait un jour foulé le sol de cette terre extraordinaire. Elysia, une jeune archiviste passionnée, se démarquait au sein de cette communauté dévouée. Sa curiosité insatiable la poussait à explorer chaque recoin de la tour, même les sections les plus oubliées et les plus mystérieuses. Son amour pour la connaissance transcendait les limites de la tour, et elle aspirait à comprendre les histoires enchâssées dans ses rouleaux ancestraux. Un jour, alors qu'Elysia parcourait une section négligée depuis des siècles, elle découvrit un rouleau étrangement ancien et mystérieux. Il était enveloppé d'une aura de sagesse oubliée, et semblait émettre un appel silencieux à son âme avide de découverte. Le rouleau portait le nom énigmatique de « l'éveil des étoiles ». Intriguée, Elysia prit le rouleau entre ses mains délicates et commença à le dérouler avec précaution. Alors que le parchemin antique se dépliait lentement, des images du passé commencèrent à prendre vie devant ses yeux ébahis. Elle se retrouva transportée dans un monde oublié, une époque où la magie et la technologie coexistaient en parfaite harmonie. Dans ce monde ancien, des héros légendaires se dressaient contre les ténèbres, des royaumes mystiques s'épanouissaient, et une énergie incommensurable imprégnait chaque parcelle de l'univers. Elysia assistait à des moments cruciaux de cette époque lointaine, tout en ressentant l'essence même de ces instants dans son cœur. Au fur et à mesure que les images défilaient, Elysia comprit que le rouleau détenait la clé de la mémoire éternelle, une mémoire qui s'étendait bien au-delà des limites de la tour de Babel. Une prophétie ancienne se révéla à elle, décrivant une époque où Babel devait renaître, et où la mémoire éternelle jouerait un rôle crucial, dans la préservation de l'équilibre du monde. Cependant, la prophétie n'était pas sans avertissement. Des forces obscures cherchaient à s'emparer de la mémoire éternelle, pour des desseins maléfiques. Un mal ancestral, tapi dans l'ombre, tentait de détruire la cité et d'effacer les souvenirs préservés dans la mémoire, plongeant ainsi le monde dans un abîme d'oubli. Déterminée à protéger Babel, et à préserver la mémoire éternelle, Elysia prit la décision audacieuse de se lancer dans un voyage épique. Elle devait rassembler une alliance improbable de compagnons, chacun portant en lui les échos d'une époque révolue, afin de faire face à l'ennemi qui menaçait l'existence même de la cité volante. Son périple les conduisit à travers des contrées oubliées, des royaumes perdus et des terres enchantées. Ils affrontèrent des épreuves dangereuses, découvrirent des mystères anciens, et forgèrent des alliances improbables avec des créatures oubliées depuis des millénaires. À chaque étape, la sagesse de la mémoire éternelle les guidait, éclairant leur chemin dans l'obscurité de l'oubli. Le groupe d'aventuriers, formé par Elysia, était hétéroclite. Il comprenait un mage immortel qui avait vu naître les premières étoiles, une guerrière dont le courage était forgé dans les batailles oubliées du passé, un ingénieur habile à créer des machines, alimentées par l'énergie des anciens, et un mélodiste, dont la musique pouvait réveiller les souvenirs endormis. Chaque membre de l'Alliance apportait sa propre lumière à la quête de la mémoire de Babel. Ensemble, ils dévoilèrent des secrets perdus depuis des éons, et redonnèrent vie à des récits, que le temps avait presque effacés. Au fil de leur voyage, la mémoire éternelle révéla non seulement les faiblesses de l'ennemi, mais aussi les liens qui unissaient chaque être vivant, dans un tissu infini de souvenirs partagés. La quête les mena finalement à un endroit oublié depuis des millénaires,
un sanctuaire au sommet du monde, où le pouvoir de la mémoire éternelle pouvait être canalisé, pour affronter l'ennemi ultime. Là, dans un affrontement épique, entre la lumière et les ténèbres, Elysia et ses compagnons firent face à une entité maléfique, qui cherchait à corrompre la mémoire, et à plonger le monde dans un abîme sans souvenir. La bataille fut acharnée, chaque membre de l'Alliance utilisant ses compétences uniques, héritées des souvenirs enchâssés dans la mémoire éternelle. Elysia, guidée par la sagesse des âges, puisa dans un pouvoir insoupçonné pour contrer l'ennemi. Finalement, avec détermination et sacrifice, ils réussirent à sceller l'entité maléfique et à rétablir l'équilibre. Leurs visages étaient marqués par les épreuves endurées, mais leur cœur était empli d'une sérénité nouvelle. Babel était sauvée, et la mémoire éternelle continuait de veiller sur les histoires de chaque être vivant, préservant les moments éphémères dans une étreinte intemporelle. Elysia, de retour dans la tour de Babel, contempla les rouleaux qui vibraient désormais d'une énergie renouvelée. Son voyage l'avait changée, et elle savait que la sagesse acquise devait être partagée avec les générations futures. Elle se consacra à l'enseignement des jeunes archivistes, transmettant non seulement les compétences nécessaires pour préserver la mémoire, mais aussi la compréhension profonde du lien qui unissait tous les êtres à travers le temps. Ainsi se conclut l'épopée de la mémoire de Babel, une histoire gravée dans les annales du temps et de l'oubli, mais qui, grâce à la détermination d'une jeune archiviste, continua de briller comme une étoile lointaine, dans le firmament des souvenirs éternels. Les légendes et les enseignements de cette épopée se perpétuèrent, tissés dans le tissu même de la mémoire éternelle, pour que chaque nouvelle génération puisse puiser dans le passé et se tourner vers l'avenir avec sagesse. Le nom de la rose. Histoire audio. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, un endroit mystique connu sous le nom de la rose. Ce jardin, célèbre pour ses roses aux couleurs éclatantes, et son parfum envoûtant, était le joyau de la région. Cependant, une énigme planait sur cet endroit enchanté, personne ne connaissait le véritable propriétaire du jardin. Les habitants du village chuchotaient des histoires sur le mystère qui entourait le nom de la rose. Certains disaient que des esprits de la nature le protégeaient, tandis que d'autres pensaient qu'il était le résultat d'une ancienne magie. Les plus téméraires parmi eux essayaient de pénétrer dans le jardin, attirés par la beauté magnétique des roses, mais aucun n'en était jamais ressorti. Un jour, un jeune homme courageux nommé Étienne, aux yeux pétillants de curiosité, décida de lever le voile sur le mystère du jardin. Les contes qui circulaient dans le village avaient allumé une étincelle d'aventure dans son cœur, et il ne pouvait plus résister à l'appel de l'inconnu. Armé de sa détermination et d'une petite besace contenant des provisions, Étienne s'aventura dans les collines verdoyantes qui entouraient le village. Après une journée de marche, il trouva enfin l'entrée cachée du jardin. La grille rouillée grinça lorsqu'il la poussa lentement, révélant un monde éblouissant de couleurs et de senteurs. Les roses, d'une beauté éclatante, semblaient s'étendre à l'infini. Étienne était entouré d'une symphonie de parfums délicats qui flottaient dans l'air. Alors qu'il explorait le jardin, il entendit un murmure doux et mélodieux. Intrigué, il suivit le son jusqu'à une clairière où une silhouette féminine se tenait au milieu des roses. La dame, d'une beauté envoûtante, se présenta comme Rosaline, la gardienne du jardin. Ses yeux reflétaient la sagesse des âges, et sa voix avait la douceur du vent caressant les feuilles. Elle expliqua à Étienne que le jardin était bien plus qu'un simple lieu floral. Il était le reflet des émotions et des passions, qui résidaient dans le cœur des habitants du village. Chaque rose, expliqua-t-elle, était une manifestation d'un sentiment profond, chaque couleur représentant une émotion particulière. Le jardin était le réceptacle de l'amour, de la joie, de la tristesse, et de bien d'autres émotions, qui tissaient la trame de la vie dans le village. Rosaline était la gardienne, veillant sur ces émotions fragiles, et préservant leur essence pour que la beauté perdure. Étienne était fasciné par la révélation.
Il comprit que le nom de la rose était une entité vivante, un miroir des âmes du village. Rosaline, sentant la sincérité dans le cœur d'Étienne, lui confia le rôle de gardien, lui demandant de veiller sur le jardin en son absence. Ainsi, Étienne devint le nouveau gardien du mystérieux jardin. Il apprit les secrets de chaque rose, comprit les nuances subtiles de chaque couleur. Les jours passaient paisiblement, et le jardin prospérait sous ses soins attentionnés. Cependant, un jour, une ombre sombre s'étendit sur le village. Des rumeurs circulaient sur une maladie mystérieuse qui touchait les habitants. Les roses du jardin, autrefois éclatantes, commencèrent à se faner. Étienne, inquiet pour la santé de son village et de son précieux jardin, chercha conseil auprès de Rosaline. Rosaline lui révéla qu'une force malveillante s'était infiltrée dans les cœurs des villageois, empoisonnant ainsi le jardin. Elle confia à Étienne la mission de guérir les âmes de ceux qu'il avait juré de protéger. Armé de détermination et d'une profonde compréhension des émotions, Étienne entreprit la tâche ardue de restaurer la santé du jardin. Il passa des jours à converser avec les habitants du village, écoutant leurs peurs et partageant leur joie. Grâce à des paroles réconfortantes et des gestes de gentillesse, Étienne parvint à apaiser les cœurs tourmentés. Les roses, jadis fanées, commencèrent à retrouver leur éclat. La nouvelle de l'effort d'Étienne se répandit dans tout le village, et bientôt, les habitants se joignirent à lui pour redonner vie à le nom de la rose. Ensemble, ils tissèrent un lien plus fort que jamais, guérissant le jardin et eux-mêmes. Rosaline, observant avec bienveillance le travail d'Étienne, comprit que le jeune homme avait non seulement préservé l'essence du jardin, mais avait également fortifié les liens de la communauté. Elle lui exprima sa gratitude, et avec un sourire doux, elle disparut dans une brume dorée, laissant Étienne en tant que gardien solennel du jardin. Le village et son jardin retrouvèrent une prospérité florissante, et l'histoire de le nom de la rose devint une légende chérie. Étienne vécut une vie longue et épanouissante, transmettant les enseignements de Rosaline aux générations futures. Les roses continuaient de fleurir, témoins silencieux des émotions intemporelles, qui sculptaient la vie dans ce coin enchanté du monde. Ainsi se conclut l'histoire de Le nom de la rose, un conte tissé avec les fils de l'amour, de la compassion et de la compréhension, rappelant aux générations futures, que même les mystères les plus profonds, peuvent être résolus par le pouvoir des émotions sincères. Voyage au bout de la nuit. Histoire audio. Le soleil se levait, éclairant le visage fatigué mais déterminé d'Alex Mercer. L'affaire Delacroix était close, mais le monde des ombres réservait toujours de nouveaux mystères. Le détective se dirigea vers son bureau, le cœur léger malgré les récents événements. La routine reprenait, mais il savait que la tranquillité était souvent éphémère dans son métier. Alors qu'il sirotait son café, une nouvelle affaire atterrit sur le seuil de sa porte. Une lettre anonyme contenait une photo d'une jeune femme disparue depuis des jours. Le regard de Mercer s'assombrit. Un nouveau voyage au bout de la nuit débutait. La jeune femme disparue s'appelait Lily Thornton. Elle était étudiante en histoire de l'art, passionnée par les mystères du passé. Alex plongea dans son univers, visitant le campus, interrogeant ses amis et examinant son appartement. Il découvrit qu'elle avait été vue pour la dernière fois dans une vieille librairie aux allures mystérieuses, spécialisée dans les livres rares et anciens. La librairie était un dédale de couloirs sombres et d'étagères poussiéreuses. Mercer sentait que chaque vieux livre cachait une histoire, mais laquelle révélerait la vérité sur la disparition de Lily Thornton? Les indices se firent rares, mais une vieille encyclopédie de l'occulte attira son attention. En étudiant le livre, Alex découvrit des références à un groupe ésotérique secret opérant dans les bas-fonds de la ville. Intrigué, il plongea plus profondément. Ses investigations le conduisirent à des lieux où l'ombre se mêlait à la réalité, où des rituels mystérieux semblaient évoquer des forces inconnues. Les contours de l'enquête s'étendirent comme une toile complexe.
Mercer se trouva bientôt plongé dans un monde d'occultisme, de sociétés secrètes et de conspirations qui dépassaient de loin la simple disparition d'une étudiante. Il rencontra des informateurs aux allures louches, se faufila dans des réunions secrètes et déchiffra des messages codés. À chaque révélation, une nouvelle question surgissait. Lily Thornton semblait avoir été emportée dans une spirale occulte, et chaque pas qu'Alex faisait le rapprochait de l'inconnu. Alors qu'il s'enfonçait dans les profondeurs de l'enquête, Mercer réalisa que les limites entre le réel et le surnaturel devenaient floues. Des phénomènes étranges se produisaient autour de lui, et il sentait le poids de l'invisible le presser de tous côtés. Certains de ses contacts semblaient posséder des connaissances bien au-delà de la réalité tangible. Le détective était confronté à un dilemme complexe. Devait-il continuer à suivre la piste occulte, risquant de sombrer dans un abîme de mystères inexpliqués, ou devait-il revenir à une approche plus terre-à-terre pour résoudre le cas de Lily Thornton? La tentation du mystique le hantait, mais l'urgence de trouver la jeune femme prévalait. Le tournant de l'enquête arriva lorsque Mercer découvrit un ancien manuscrit qui mentionnait un rituel susceptible de révéler la localisation des disparus. Le détective se trouva devant un choix crucial, suivre cette piste risquée ou abandonner cette voie occulte au profit d'une approche plus conventionnelle. Le soir venu, dans un lieu secret, Mercer décida de tenter le rituel. Une ambiance lourde pesait dans l'air tandis qu'il récitait des incantations anciennes. Des ombres dansèrent autour de lui, et l'espace-temps sembla se plier à sa volonté. L'expérience était terrifiante, mais elle le guida vers une nouvelle piste, une piste tangible cette fois. Il suivit cette piste, traversant des ruelles sombres, des lieux abandonnés et des catacombes oubliées. Ses pas le menèrent finalement à une vieille maison délabrée aux allures abandonnées. Il entra, prudent, prêt à affronter ce qui se cachait dans l'obscurité. Dans une pièce dissimulée, il découvrit Lily Thornton, inconsciente mais vivante. Autour d'elle, des symboles occultes étaient tracés sur le sol, témoins d'un rituel sinistre. Le détective la libéra de ses chaînes, la secoua doucement pour la ramener à la réalité. Alors que la jeune femme reprenait conscience, Mercer entendit des bruits de pas derrière lui. Il se retourna pour faire face à une figure mystérieuse, vêtue de noir, avec des yeux perçants qui semblaient lire l'âme. C'était le chef de la société secrète, celui qui tirait les ficelles dans l'ombre. Un échange tendu eut lieu, entre révélation et menace. Mercer comprit que le groupe avait des motivations plus profondes, liées à des forces surnaturelles que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Ils avaient choisi Lily comme un catalyseur, espérant dévoiler une vérité ancienne et oubliée. Le détective, refusant de laisser les ténèbres consumer la réalité, utilisa son intelligence et son instinct pour inverser la situation. Avec l'aide de Lily, ils parvinrent à faire échouer les plans du groupe occulte. La maison sombre s'effondra symboliquement, enterrant les secrets qu'elle détenait. Sortant de l'ombre avec Lily à ses côtés, Mercer se tint sur le seuil de la nuit. La lueur de l'aube perça l'horizon, et la ville, encore une fois, semblait renaître de ses propres ténèbres. L'enquête sur la disparition de Lily Thornton avait révélé des mystères bien au-delà de l'ordinaire, mais la lumière prévalut sur les ombres. Le détective, le visage marqué par les épreuves, retourna à son bureau, sachant que chaque affaire était un nouveau voyage, une exploration des profondeurs de l'humanité et des mystères qu'elle contenait. Car dans cette ville plongée dans la nuit, il restait toujours des histoires à découvrir, des vérités à révéler, et des voyages au bout de la nuit à entreprendre. Les fiancés de l'hiver. Histoire audio. Il était une fois, dans un monde enchanteur où l'hiver régnait en maître, un jeune homme du nom de Lucas et une jeune femme nommée Elara. Ils vivaient dans 2 villages voisins, séparés par une forêt mystérieuse et dense. Chaque année, au cœur de l'hiver,
les villageois célébraient un festival appelé les fiancées de l'hiver. C'était une tradition ancienne selon laquelle, un jeune homme et une jeune femme étaient choisis, pour représenter la connexion entre les deux villages, et renforcer les liens entre eux. Lucas était un homme au cœur vaillant, connu pour sa gentillesse et son amour pour la nature. Il vivait dans le village du Nord, où les hivers étaient particulièrement rudes. Sa famille était respectée, et il avait grandi en apprenant les traditions et les valeurs de son peuple. Elara, quant à elle, était une jeune femme gracieuse et intelligente du village du Sud, où l'hiver était plus doux mais tout aussi charmant. Elle était appréciée pour sa générosité envers les autres et son talent pour la musique. Un jour, les anciens des deux villages se réunirent pour choisir les représentants des fiancées de l'hiver de cette année. Ils décidèrent que Lucas et Elara étaient les candidats parfaits pour symboliser l'union entre les deux communautés. Au début, Lucas et Elara se sentaient étrangers l'un envers l'autre. Ils avaient grandi dans des mondes différents, avec des coutumes et des perspectives différentes. Cependant, au fil des préparatifs pour le festival, ils commencèrent à se connaître et à apprécier les qualités uniques de l'autre. Les semaines passèrent, et les deux jeunes gens se rapprochèrent de plus en plus. Ils découvrirent des passions communes, comme leur amour pour la nature et la musique. Lucas apprit à Elara à apprécier le froid hivernal, tandis qu'Elara montra à Lucas les beautés de la flore luxuriante de son village. Le jour du festival arriva, et les deux villages se rassemblèrent pour célébrer. Les fiancés de l'hiver étaient habillés de tenues magnifiques, ornées de motifs hivernaux et de flocons de neige scintillants. Lucas et Elara se tenaient côte à côte sur la place principale, entourés par la communauté. Le festival débuta par une procession, à travers la forêt mystique qui séparait les deux villages. C'était un chemin empreint de magie, éclairé par des lanternes scintillantes et des feux de joie. Les villageois chantaient des hymnes traditionnels, pour honorer l'hiver et la connexion entre les deux peuples. Au fur et à mesure que la procession avançait, Lucas et Elara se rendirent compte à quel point ils étaient devenus proches. Ils partageaient un lien spécial, une connexion qui dépassait les frontières de leurs villages respectifs. Leurs regards se croisèrent, et ils comprirent que quelque chose de plus grand que la tradition, était en train de se créer entre eux. Le point culminant du festival fut la cérémonie d'échange de vœux. Lucas et Elara se tinrent la main devant la communauté, échangeant des promesses de soutien et d'amour envers l'autre village. Leurs paroles résonnèrent dans l'air froid de l'hiver, symbolisant l'unité et l'harmonie entre les deux peuples. Après la cérémonie, une fête animée éclata sur la place principale. Les villageois dansèrent, chantèrent et partagèrent des mets délicieux de leurs deux cultures. Lucas et Elara étaient au centre de la célébration, entourés de l'affection et du soutien de leur communauté. À la fin du festival, alors que les feux de joie commençaient à s'éteindre, Lucas et Elara se retirèrent à l'écart. Ils regardèrent les étoiles scintiller dans le ciel hivernal, et réalisèrent que leur histoire ne faisait que commencer. Les fiancés de l'hiver avaient créé un lien indissoluble entre eux, et ils étaient prêts à embrasser l'avenir main dans la main, unissant leurs deux mondes en un seul. Les gardiens de la forêt, histoire audio. Il était une fois, dans une forêt ancienne et mystique, un majestueux chêne appelé Eldor. Eldor se dressait fièrement au cœur de la forêt, ses branches étalées comme les doigts d'un sage vieux de plusieurs siècles. Son écorce rugueuse racontait l'histoire de nombreuses saisons, de tempêtes et de calmes, de naissance et de mort. À proximité d'Eldor vivait un druide nommé Alaric. Alaric était un homme sage et respecté par tous les habitants de la forêt. Il avait un lien profond avec la nature et était connu pour ses pouvoirs mystiques. Un jour, Alaric ressentit une énergie particulière émanant d'Eldor, une énergie qui résonnait comme une mélodie ancienne dans son esprit. Curieux de cette connexion mystique, Alaric décida de passer plus de temps près du chêne majestueux.
À chaque aurore, il s'asseyait au pied d'Eldor, écoutant les murmures du vent à travers les feuilles et les chuchotements de la nature qui l'entourait. Il ressentit une harmonie profonde entre le chêne ancien et le monde qui l'entourait. Un jour, alors qu'Alaric méditait près d'Eldor, le chêne lui parla dans le langage silencieux de la nature. Il lui raconta des histoires oubliées, des contes de l'époque où la forêt était jeune, de créatures magiques qui dansaient sous la lueur de la lune, et des épreuves que le chêne avait traversées au fil des siècles. Alaric comprit que Eldor était un gardien de la sagesse ancienne, un témoin silencieux des cycles de la nature. Le druide et le chêne partagèrent leurs connaissances, tissant un lien encore plus fort entre eux. Eldor devint le confident d'Alaric, lui offrant la sagesse des âges et guidant le druide dans ses pratiques magiques. Les deux amis, le chêne et le druide, travaillèrent ensemble pour protéger la forêt des menaces extérieures. Quand une tempête s'abattait, Eldor utilisait ses branches robustes pour abriter les créatures de la forêt, tandis qu'Alaric invoquait ses pouvoirs pour calmer les éléments déchaînés. Lorsque la forêt était menacée par des intrus mal intentionnés, le druide et le chêne unissaient leurs forces pour la protéger. Les saisons passèrent, et la forêt prospéra sous la garde bienveillante d'Eldor et la sagesse magique d'Alaric. Les habitants de la forêt venaient souvent consulter le chêne ancien et le druide sage pour obtenir des conseils et des bénédictions. L'histoire d'amitié entre le chêne et le druide devint légendaire, transmise de génération en génération. Un jour, alors que le crépuscule enveloppait la forêt, Eldor sentit que son temps sur Terre touchait à sa fin. Il remercia Alaric pour leur amitié et le rôle important qu'il avait joué dans la préservation de la forêt. Le chêne ancien dispersa ses graines avec le vent, assurant la continuation de sa lignée à travers la forêt. Alors qu'Eldor s'éteignait, Alaric sentit une tristesse profonde, mais aussi une gratitude immense pour les années passées en compagnie de son ami. Le chêne se transforma en un amas de bois, mais son esprit persista dans le murmure du vent et le chant des feuilles. La forêt continua de prospérer, portant en elle l'héritage du chêne ancien et du druide sage. Leur histoire, celle du lien entre la nature et l'homme, fut gravée dans le cœur de la forêt, éternellement présente à travers les cycles infinis de la vie et de la nature.